15 degrés. Je vous souhaite une belle journée. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des Alpes de la mi-journée. Au sommaire ce midi, 3 personnes retrouvées mortes cette nuit à Veurey-Voroise en Isère. Il s'agit d'un père, d'une mère et de leur fils handicapé. L'homme aurait tué son fils et sa femme avant de se suicider. Nous serons sur place. La chronique transfrontalière du lundi entre Suisse et Italie, Fabrice Liégard nous dressera le portrait croisé d'un dessinateur piémontais et d'un Rhône-Alpin qui défendent haut et fort la liberté d'expression sur un site internet. Et puis la couleur du temps va virer au blanc nuage cet après-midi avec une remontée de sud qui devrait nous amener de la pluie. Température encore clémente de 14 à 18 degrés en pleine. Les corps sans vie d'un homme de 48 ans, de sa femme et de leur fils handicapés ont donc été retrouvés la nuit dernière à leur domicile de Veurey-Voroise en Isère, tous victimes d'une arme à feu. Alors qu'il est, la gendarmerie privilégie la thèse du drame familial. Sur place, Nathalie Rapuc et Vincent Abran. Ce sont les 2 jeunes filles âgées de 12 et 17 ans qui ont donné l'alerte ce matin à 2h30. Elles ont entendu du bruit et elles ont découvert les corps de leurs parents et de leurs frères. Le fils, âgé de 22 ans, était atteint d'une maladie dégénérative qui l'handicapait lourdement. Les parents étaient en instance de divorce, mais pour le maire de la commune que nous avons rencontré ce matin, c'est incompréhensible. La thèse du drame familial est privilégiée par les services de gendarmerie. L'homme de 48 ans aurait tué sa femme et son fils avec une arme à feu avant de se suicider. Les investigations sont toujours en cours afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame. Et on vient d'apprendre, selon le procureur de la République de Grenoble, que l'homme a laissé des écrits si sa femme avait entamé une procédure de divorce qu'il n'aurait pas supportée. Il aurait tué son fils lourdement handicapé pour qu'il ne reste pas à la charge de ses 2 sœurs. La garde à vue du chasseur mis en cause dans l'accident mortel ce week-end à Revel, en Isère, a été prolongée de 24 heures. Le sexagénaire a été présenté ce matin à un juge d'instruction qui l'a mis en examen pour homicide involontaire. Selon le procureur, le chasseur aurait confondu la victime avec un chevreuil. Et sur place, à Revel, l'accident était dans toutes les bouches hier encore, avec en toile de fond les problèmes de cohabitation entre les chasseurs, les randonneurs et les cueilleurs de champignons. Et pour beaucoup aussi, l'heure était à l'émotion et au recueillement. Reportage Xavier Schmitt et Yves Mariglot. Quelques bougies, des affichettes. Les promeneurs sont invités à s'exprimer dans un carnet de deuil en hommage au jeune homme tué accidentellement par un chasseur. Des condoléances, mais aussi des remises en cause de l'organisation de la chasse. Ça fait des années que nous alertons les pouvoirs publics sur les dangers de la chasse. Et ça fait aussi des années que nous demandons un 2e jour de non-chasse en Isère, qui soit fixé le dimanche ou alors le samedi. L'accident est survenu ici, sur une route forestière. Le site de Frédière, ses bois, ses montagnes, attire des dizaines de randonneurs le week-end. Ce dimanche, la chasse est suspendue par respect pour la victime. Mais certains marcheurs prennent toujours leurs précautions. À chaque fois qu'on va aux champignons, on prend un gilet fluo, chaque fois qu'on va dans la forêt, et pas forcément sur les sentiers, mais justement quand on va dans les bois. Pour vous faire voir de qui? De tout le monde, notamment des chasseurs. Dans l'intérêt des chasseurs, dans l'intérêt des promeneurs, dans l'intérêt de tout le monde, il faudrait qu'on ait un accord, une réglementation pour que les week-ends, on fasse des choix. Beaucoup dans le village sont bouleversés par le drame. Le maire a adressé une lettre aux habitants pour apaiser les tensions. Le tireur présumé est membre de l'association communale de chasse. La chasse est un droit, mais la promenade aussi et la vie aussi. Enfin, c'est terrible peut-être ce que je suis en train de dire, mais ça pose effectivement la cohabitation de ces 2 types d'activités. L'accident s'est produit lors d'une chasse au chevreuil. Ce grand gibier est soumis à des quotas de prélèvement réglementés par la préfecture. Les chasseurs sont soumis à l'obligation réglementaire de pouvoir prélever tous ces grands animaux qui commettent des dégâts pour maintenir un équilibre naturel. La chose est ainsi dite. Et à partir de là, il faut que les gens puissent chasser le week-end. La commune veut organiser une concertation sous l'égide du préfet. En Isère, le jour de non-chasse est fixé actuellement le vendredi.
À noter le décès de Gracien Ferrari ce week-end. L'ancien député maire UDF d'Aix-les-Bains en Savoie s'est éteint dans la nuit de samedi à dimanche. Il avait 80 ans. A signalé la disparition depuis une semaine d'une randonneuse de 66 ans dans le secteur du Pas du Roc, c'est sur la commune de Thoranglières en Haute-Savoie. La gendarmerie a lancé un appel à témoins. Les précisions sur notre site alpes.france3.fr. D'après la fondation Nicolas Hulot, l'abattage des bouquetins du massif du Bargy en Haute-Savoie a été suspendu en attendant l'examen d'un recours en justice déposé par les opposants. 70 bêtes ont déjà été abattues sur les 200 à 250 prévus dans le cadre d'un plan de lutte contre la brucellose qui pourrait contaminer les bovins, ce que contestent les écologistes. Le tribunal administratif de Grenoble examinera ce recours le 19 octobre prochain. En Haute-Savoie, toujours, les 9 communes du pays de filière près d'Annecy ne fusionneront pas. En effet, lors du référendum qui s'est tenu ce week-end, 2 des villages se sont prononcés contre. Les précisions de Sophie Pellerin. Il suffisait qu'une seule commune dise non pour que la fusion n'ait pas lieu. Elles ont été 2, Groisy et Charbonnex. Quant au taux de participation d'au moins 50%, obligatoire pour que les résultats soient pris en compte, il n'a pas été atteint à Saint-Martin-Bellevue et Villaz. La fusion des 9 communes, synonyme de gel de la baisse des dotations de l'État pendant 3 ans, ne se fera donc pas. Les opposants au projet sont soulagés. Ils dénonçaient la précipitation et craignaient une perte d'identité. Les défenseurs de la fusion comptaient, eux, grâce à une commune nouvelle de plus de 17 000 habitants, pouvoir peser face à l'agglomération annécienne voisine. Ces derniers n'ont pas dit leur dernier mot. Ils envisagent de travailler très rapidement sur un projet de fusion à 7. Pour y parvenir, ils n'ont que jusqu'au 31 décembre. Après 2 ans de travaux et un budget de près de 11 millions d'euros, la halle olympique d'Albertville en Savoie dévoile son nouveau visage. Si l'aspect extérieur conserve l'esprit de 1992, l'intérieur en revanche a été complètement modifié et adapté aux événements sportifs et événementiels que le complexe compte désormais accueillir. Marie Michelier, Jean-Pierre Rivet. En 1992, d'Albertville à l'autre bout de la planète, le public découvre sa structure métallique bleue. En 2015, au premier coup d'œil, elle semble ne pas avoir beaucoup changé. Et pourtant, après 2 ans de travaux, la halle olympique s'est largement transformée. Pour Albertville, 92, c'est une date historique. Et je crois qu'il faut à tout prix qu'on garde ce bâtiment emblématique et non pas le dénaturer. Donc je pense que ceux qui sont venus en 92, aujourd'hui, ne seront pas dépaysés. Construit à l'époque en un temps record, le bâtiment vieillissant avait besoin d'un second souffle. Une extension de 4000 m², discrète à l'extérieur, elle permet un réaménagement complet à l'intérieur, une séparation de la pratique sportive et de l'événementiel. Une nouvelle patinoire, plus grande, un mur d'escalade plus grand lui aussi et plus accessible, un restaurant, une salle de séminaire, de la modularité comme seul mot d'ordre. De pouvoir à la fois accueillir nos scolaires, nos clubs, notre grand public, et de faire un événement, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. On peut accueillir non seulement des séminaires, des réunions dans une salle de 200 m², on passe après sur un espace de 500 m², on peut aller à 1500 jusqu'à 5000 et monter en prenant les 2 halls jusqu'à 7300 m², ce qui fait qu'on peut répondre à une grande part de demandes. Un outil plus attractif, la promesse d'un développement économique sur lequel mise la communauté de communes de l'agglomération. En 2017, la halle accueillera d'ailleurs plusieurs rencontres du mondial de handball. Autre volonté, faire disparaître les barrières, ouvrir le site sur la ville et le parc olympique, le rendre à la population. Le fait d'avoir sorti la glace du grand bâtiment et d'avoir réorganisé également la partie mur d'escalade va nous permettre des ouvertures régulières pour le tout public, donc beaucoup plus de lisibilité, beaucoup plus de fréquentation possible, à la fois par les scolaires et à la fois par les familles. Mardi prochain, la Halle Nouvelle Génération accueille son premier événement, le Forum de la saisonnalité. Puis en novembre, un habitué, le Salon alpin de l'hôtellerie. En coulisses, les travaux de finition continuent avant une ouverture au grand public le 21 décembre prochain. Et comme tous les lundis, Fabrice Liégard nous a rejoint avec dans sa besace. Bonjour Fabrice. Bonjour Daniel. Eh bien, des informations sur l'Italie et la Suisse. Et on commence avec un eurodéputé piémontais bien connu de vos services qui a encore défrayé la chronique la semaine passée.
Oui, Daniel, on vous avait déjà parlé ici de cet eurodéputé piémontais et plutôt fantasque qui ne perd jamais une occasion de faire rire la galerie. On vous l'avait montré par exemple ici il y a quelques mois devant la Chambre des députés italiens brandissant un poisson pour le 1er avril. Eh bien la semaine dernière, Gianluca Buonanno n'a pas vraiment fait rire ses nouveaux collègues du Parlement européen. Lorsque vous allez le voir, il a dévoilé un t-shirt représentant la chancelière allemande Angela Merkel avec les petites moustaches d'Hitler. Il a été aussitôt interrompu par la vice-présidente du Parlement, la Rhône-Alpine Sylvie Guillaume. Alors pour ces petites blagues, Buonanno avait été sanctionné lourdement, financièrement, par la Chambre des députés italiens. On verra ce qu'il en est maintenant devant le Parlement européen. On passe maintenant à une nouvelle loi sur les Suisses de l'étranger aux conséquences étonnantes. Oui Daniel, car dès le 1er novembre prochain, eh bien, les Suisses enlevés ou pris en otage à l'étranger à cause d'une négligence devront rembourser tous les frais occasionnés pour les sauver. C'était le cas de cet homme-là, cet ornithologue Lorenzo Vinciguerra. Il s'était lui-même échappé pourtant des griffes du groupe terroriste indonésien Abu Sayyaf en décembre l'an dernier. Eh bien, s'il était revenu en Suisse en décembre de cette année, eh bien, on lui aurait certainement déclaré à sa descente d'avion « Bon retour en Suisse, mon gars, mais voici la facture ». Voilà, retour en Italie à présent pour notre grand format du lundi, un grand format en forme de portrait croisé, celui de deux dessinateurs, un piémontais et un isérois, unis à la une de leur journal satirique comme dans les pages intérieures pour lutter contre le terrorisme qui a décimé Charlie Hebdo. Reportage Didier Albrand, montage Jean-Jacques Picard, regardez. Deux hommes à leur fenêtre, avec chacun une paire d'yeux pour voir et une main, une patte pour croquer le monde, le dessiner sous tous ses traits d'humour surtout. Dino, le quinca turinois, ne pense même qu'à cela depuis son plus jeune âge. En quelques traits et une image, pas davantage, mettre en scène les personnages, la situation qui, associée aux bons mots, provoquera le rire, le sourire, lourd de sens parfois. Les critiques m'ont défini humoriste mélancolique, parce que quelques-uns de mes dessins le sont certainement un peu. Ils portent plus à réfléchir, mais il n'empêche qu'ils font rire du monde quand même. Et c'est bien ça que recherche tout dessinateur de presse. Faire réfléchir, oui, mais faire rire surtout. Wolinski, au fond, ne cherchait pas autre chose. Il exprimait les idées qui étaient les siennes. Mais ce qu'il voulait, c'était d'abord faire rire. Alors, pourquoi l'avoir tué? Cette même question lancinante hante, depuis les événements de janvier dernier, l'atelier de Balou. Balou pour Pierre Balouet. Tout le calme et la quiétude de sa campagne iséroise n'ont pas suffi, ne suffiront jamais, à calmer la douleur du dessinateur, ami de Charlie et de Tignous en particulier. On s'est mis à dessiner, moi j'ai beaucoup dessiné, j'ai dessiné des mares de sang, des cartouches. J'arrivais pas à dessiner Tignous, j'arrivais pas parce que je mouillais le papier. Je dessinais ces connards là, les barbus. On les combat maintenant, moi je les combats, les djihadistes. Comment ? J'ai la chance de travailler pour un journal qui s'appelle Jeune Afrique. Et ils me prennent tous les dessins où je fais des djihadistes. Et j'ai promis à tous mes copains, dessinateurs, de les faire avec des grosses têtes de cons, et je le fais. Et ça me réjouit, et j'en suis très fier, parce que c'est un journal qui est lu dans toute l'Afrique francophone, par les gens qui savent lire, évidemment. Entre Dino, l'oiseau de nuit turinois, et Pierre, l'hirondelle des petits matins de Saint-Marcellin, il y a donc une douleur commune, mais aussi depuis 3 ans maintenant, un canapé. Un canapé virtuel posé quelque part sur la toile de l'Internet, ouvert à tous les vents de l'humour et de l'humeur du jour, et à tous les auteurs, une centaine au total, français, italiens, belges et même tunisiens, cubains, le début d'une internationale du dessin, dans un boudoir. C'est quoi ce boudoir que l'on a créé? Pour le savoir, il faut relire Le Marquis de Sade. Le boudoir, c'était le lieu où les vieilles prostituées transmettaient l'art de leur profession aux plus jeunes. Eh bien, c'est exactement ce que l'on fait, nous. Avec ce mensuel en ligne, nous enseignons autant à la jeune génération des dessinateurs qu'à nos contemporains l'art du dessin satirique. Il y a donc un fort lien avec la philosophie du boudoir du Marquis de Sade.
Une philosophie primée par une dizaine de milliers de lecteurs en ligne, mais aussi par le plus grand festival d'humour italien, celui de Forte dei Marmi en Toscane, prix du dessin satirique à FECO France, la section française de la Federation of Cartoonist Organization. Au-delà de leur canapé virtuel, l'occasion d'une première rencontre en chair et en os pour Dino et Pierre, deux dessinateurs debout. Nous ne rendrons pas les armes devant une culture de la haine et de l'assassinat, simplement parce que nous sommes là pour faire rire. Alors, continuons. L'histoire racontée très rapidement en une seule image, jolie si c'est possible, belle, on ne peut pas s'en passer, j'espère. Et on ose tout, Fabrice, pour terminer, avec des actrices italiennes, des actrices de X qui mouillent le maillot. Oui, c'est le cas de le dire, Daniel. Vous allez voir, c'est à Grugliasco, dans la banlieue de Turin, que ces actrices ont fait leur BA, leur bonne action de l'année. Vous le voyez sur ces images, elles ont chaussé les crampons pour affronter une équipe de top modèles. Alors, ni tirage de cheveux, ni autre chose moins avouable sur le terrain, je vous rassure. Score final 1 partout et les bénéfices du match qui iront tout droit à une fondation pour les enfants handicapés. Bref, un happy end pour ce film, vraiment pas pour une fois interdit aux moins de 18 ans. Merci à vous, Fabrice Légard, et à lundi prochain. On reste dans le sport avec du handball et une belle entrée dans la compétition européenne des Chambériens qui recevaient les Slovaques de Lohovec ce week-end. Un match maîtrisé de bout en bout par les Savoyards qui s'imposent 35-12, un score très favorable avant le match retour samedi prochain. Retour maintenant sur cette exposition d'oiseaux exotiques qui s'est tenue ce week-end à Barbera, près de Chambéry en Savoie, avec plusieurs centaines de volatiles de toutes les couleurs, tous élevés en Savoie, haras, perruches, ménates et autres loriquets. Une affaire de passionnés comme Agnès, que Sophie Pellerin et Jordan Guéant ont rencontré pour nous. Salut les kakis! À 10 ans, Agnès a élevé une poule en cachette dans sa chambre. Pas étonnant que 45 ans plus tard, cette ancienne secrétaire de mairie ne compte plus les volières, du jardin au salon, avec une prédilection pour les beaux parleurs. Ce petit standardiste, un Laurie Swenson prénommé Woody, aurait gardé son caractère sauvage si sa mère ne l'avait pas rejeté à la naissance. Agnès l'a donc nourri de jour comme de nuit, puis vers 8 mois, le miracle s'est produit. Vous vous rappelez la première fois qu'il a prononcé son premier mot? Ah ben oui, ça fait drôle parce que vous allez le voir et il vous dit Woody. Donc à ce moment-là, on se dit ah, bah il parle. Parmi les oiseaux apprivoisés tout petits par Agnès, voici Ruby, une femelle éclectus, bavarde surtout loin des caméras et véritable attraction de l'exposition savoyarde. Ça fait bizarre, c'est comme s'il parlait aux oiseaux, alors que les oiseaux normalement ils ne comprennent pas la langue des humains. On voit qu'ils sont bien dans leur, comme on dit, dans les baskets, hein. Ça se passe bien et je pense que c'est des oiseaux heureux. Passionnée, l'éleveuse ne donne pas la parole à ses protégés pour mieux les vendre. Elle ne se sépare que d'un ou deux oiseaux par an et juste pour qu'ils ne soient pas trop nombreux dans ses volières. On vous sent heureuse? Ah ben, ça épanouit, puis c'est un passe-temps, on passe du temps, on ne se rend pas compte, hein. C'est un temps qu'on donne, voilà, c'est du temps. Du temps et puis... Ouais, des cacahuètes. Qui c'est qui veut des cacahuètes? Ça y est. Voilà. Autre chose, Ruby? On se tait? Alors d'accord, silence. Tu t'en vas? Voilà. Je vous rappelle enfin cette information développée en haut du Journal des Alpes. 3 personnes retrouvées mortes cette nuit à Veur-et-Voroise en Isère. Il s'agit d'un père, d'une mère et de leur fils handicapés. L'homme aurait tué son fils et sa femme avant de se suicider. Selon le procureur de la République, sa femme avait entamé une procédure de divorce qu'il n'aurait pas supportée. Il aurait également tué son fils lourdement handicapé pour qu'il ne reste pas à la charge de ses deux sœurs qui ont découvert les corps cette nuit donc. Merci